Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents, Mesdames et Messieurs les ministres, les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est vrai que je me trouvais il y a 2h30 de cela à Vienne, en Autriche, avec mes collègues, membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, et puis mon collègue iranien, pour essayer de conclure ce sur quoi la communauté internationale travaille maintenant depuis 12 ans, c'est-à-dire un accord sur le nucléaire iranien, où la science, elle aussi d'ailleurs, joue un grand rôle. Mais j'avais prévu de venir conclure vos travaux, et donc je n'ai pas voulu déranger ni mon calendrier ni le vôtre, et j'ai simplement dit à mes amis et collègues que je serai de retour ce soir. Je veux d'abord vous remercier, la direction générale de l'UNESCO, les organisateurs, tous les participants, pour avoir bien voulu venir ici, à Paris, pour ces journées auxquelles je n'ai pas pu assister, mais dont chacun m'a rappelé qu'elles ont été extrêmement fructueuses. Ce n'est pas une formule de politesse. Je crois que rarement, peut-être même jamais, il y avait eu autant de scientifiques rassemblés à la préparation de la COP21 sur des thématiques aussi fortes. Et la réunion que nous allons maintenant clore est importante d'un double point de vue, comme on l'a très bien rappelé, évidemment d'un point de vue scientifique, parce que au cours de ces journées, vous avez eu l'occasion d'approfondir notre connaissance du réchauffement climatique, de ses effets et des solutions que nous pouvons et devons y apporter. Mais cette réunion est également importante sur le plan politique, parce que vous lancez aux dirigeants politiques du monde un nouvel appel à l'action. J'avais un espion dans la salle, et même plusieurs, et ils m'ont retracé les expressions les plus fortes qui, à leur avis, ont été employées, et l'un ou l'une d'entre vous qui se reconnaîtra a parlé d'une piqûre de rappel. D'habitude, les piqûres de rappel ne sont pas très agréables, mais celle-là est absolument nécessaire et je me réjouis beaucoup de trouver en vous des alliés, car dans ce domaine-là, spécifiquement, plusieurs piqûres valent beaucoup mieux qu'une seule. Donc c'est une initiative remarquable. Je veux saluer tous les organisateurs. Je ne vais pas les citer tous. On a très opportunément, Madame, fait la liste, et je pense que c'était justice rendue aux uns et aux autres. Saluer tous les scientifiques, et puis aussi tous les autres participants, à d'autres titres, des élus, des responsables d'entreprises, d'ONG, des citoyens, la presse, qui relaye très utilement nos travaux, tout simplement parce que l'action pour notre planète doit être, comme cela a été excellemment rappelé un instant par les deux coprésidents d'ADP, doit être l'affaire de tous. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, qui est l'une des grandes causes de notre génération, peut-être même la plus grande parce qu'elle est en amont de la plupart des autres, le rôle des scientifiques a été et demeure fondamental. D'abord, il est fondamental, ce rôle, sur le constat. Monsieur Jean Jouzel, que je salue avec amitié, a appelé cette époque le temps des certitudes. Et je pense que c'est aux scientifiques, donc à vous, que le monde doit d'être entré dans ce temps des certitudes. Il n'est pas très lointain le temps où la réalité du changement climatique et son origine humaine était contestée.
je vais peut-être faire sourire certains d'entre vous, je ne citerai pas de nom, mais en France même, je vois que vous m'avez compris, il n'y a pas si longtemps, vous finirez ma phrase à ma place. Et le mérite revient à l'ensemble de la communauté scientifique. D'abord au GIEC, qui a accompli depuis sa création un travail exceptionnel. Ces rapports, vos rapports, ont constitué autant de coups et de coups utilement portés à ce que j'appelle le climato-scepticisme. Les diagnostics établis, toujours très sérieux, très étayés, très prudents, où la passion ne l'emporte pas sur la rigueur, sont devenus incontestés. Il y a donc eu à la fois beaucoup de qualité et beaucoup de probité, et du même coup, vous vous êtes donné les moyens d'être incontestable. Je pense que lorsqu'on fera l'histoire de cette période et l'histoire des sciences, rarement l'effet positif de l'esprit scientifique et de l'action de la recherche aura été aussi net. Et pour employer une formule, vous avez rendu indéfendable le climato-scepticisme, irresponsable le climato-fatalisme et, je l'espère, incontournable le climato-volontarisme. Mais avant cela, il y a eu des doutes, des critiques, des mises en cause. Et comme j'ai appris à être diplomate, je dirais que ces mises en cause n'ont pas été toutes guidées par le souci exclusif de la vérité scientifique. Finalement, la rigueur de votre travail l'a emporté, et aujourd'hui, je le constate dans les négociations, la réalité du changement climatique et son origine humaine ne sont plus sérieusement mises en cause. C'est un acquis, c'est une victoire, et cette victoire, mesdames et messieurs, c'est la vôtre. Au-delà du constat, la communauté scientifique a joué et joue un rôle essentiel d'alerte. C'est un deuxième aspect. Les rapports du GIEC, pour prendre cela, ne se contentent pas d'analyser les causes du réchauffement et de poser un diagnostic sur la situation. Ils sont un appel au sursaut mondial en définissant ce qui est le triangle de base du savoir climatique, avec ses trois côtés. Le premier côté, c'est le fait que les conséquences de l'inaction seraient irréversibles et dévastatrices. Le deuxième côté, c'est qu'il est encore possible d'agir. Et le troisième côté, c'est qu'il y a grande urgence. Et c'est par la science que nous savons en effet tout ce que vous avez rappelé au cours de ces journées, un réchauffement de 3, 4, 5 degrés correspondant au scénario de l'inaction aboutirait à une planète de tous les dangers. C'est par la science que nous savons que les effets du dérèglement climatique toucheraient plus violemment certaines régions du monde, mais qu'en fin de compte, aucune ne serait épargnée. Et c'est par la science aussi que nous savons que le coût de la non-décision, et d'abord pour les plus pauvres, serait absolument exorbitant. Donc, vous jouez un rôle central de constat, un rôle tout à fait essentiel d'alerte et un rôle majeur dans les solutions. Parce que la science, la recherche, ont permis de dépasser le débat sur « faut-il agir ?» et de donner des clés pour comment agir. Ce sont les scientifiques, c'est-à-dire vous-même, qui nous indiquent la trajectoire à suivre. Vous le faites d'ailleurs dans la déclaration finale que vous avez adoptée pour contenir le réchauffement au-dessous de 1,5 ou 2 degrés. Vous nous dites, et c'est désormais un savoir, en particulier qu'atteindre cet objectif nécessite de respecter un pic des émissions mondiales au cours de l'actuelle décennie, de réduire ces émissions de 40 à 70% entre 2010 et 2050 et de parvenir à la neutralité carbone dans la deuxième moitié du siècle. Et ce sont aussi les scientifiques qui s'impliquent dans la conception puis l'évaluation des solutions concrètes permettant l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre ou l'adaptation aux effets du dérèglement climatique. Avec cette conférence, et vous l'avez montré, toutes disciplines confondues, la science de l'alerte climatique
est aussi, et de plus en plus, une science des solutions pour la planète. Mesdames et messieurs, vous apportez votre savoir, oui, mais savoir pour agir. Et c'est là où je veux dire quelques mots sur la COP 21 que je vais avoir l'honneur de présider. Il est indispensable que cette conférence aboutisse en décembre à un accord, et à un accord qui soit à la hauteur du défi climatique. Et au fur et à mesure de nos réunions, nous sommes tombés d'accord les uns et les autres sur le fait que l'objectif, c'était de parvenir, on l'a dit à l'instant, appelons ça à une alliance de Paris, qui comporterait 4 grands objectifs, ou 4 piliers. Et je voudrais vous dire en quelques mots, pour ne pas vous lasser, où nous en sommes. Le premier objectif, le premier pilier, celui qui donnera son caractère historique à cette réunion, si nous arrivons bien sûr à mettre tout le monde d'accord, c'est l'accord lui-même. Un accord universel et, comme on dit, juridiquement contraignant. Cet accord, et chacun de ces termes a un sens, devra être équitable, c'est-à-dire prévoir des efforts différenciés selon les pays. Il devra s'accompagner d'une solidarité financière et technologique à l'égard des pays les plus pauvres. Il devra, on y a insisté, mieux prendre en compte, en particulier, l'adaptation aux effets du changement climatique. Cet accord, et c'est moi qui ajoute cela depuis quelques semaines, devrait être durable. C'est-à-dire ni se désintéresser de la période pré-2020, on y a fait allusion, ni s'arrêter brusquement en 2030, mais comporter à la fois des actions immédiates et se prolonger, car il serait irréaliste de penser renégocier toutes les règles et tous les principes communs tous les 10 ans. Il faudra donc, et nous allons avoir l'occasion dans les semaines qui viennent de parler de cela, qu'il comporte selon moi un mécanisme de révision qui invite les États à évaluer et à revoir régulièrement à la hausse leurs engagements initiaux. D'ailleurs, un accord durable, c'est la condition d'un accord ambitieux, parce que plus nous réfléchissons à ce que sera le contenu de la COP 21, plus nous constatons que ce ne sera pas simplement un point d'aboutissement, mais, comme on l'a fort bien dit, aussi et surtout un point de départ d'une démarche et d'une période nouvelle. À cet égard, les discussions progressent et nos amis de l'ADP y contribuent fortement. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire récemment avec le secrétaire général des Nations Unies à New York, elles doivent s'accélérer. C'est pourquoi, outre les travaux très importants de l'ADP, il y aura l'occasion à plusieurs reprises dans les semaines qui viennent de réunir les ministres d'une quarantaine de pays représentatifs de l'ensemble des parties afin d'identifier, on voit de plus en plus de quoi il s'agit, les compromis sur les 5, 6, 7 sujets qui ne peuvent être tranchés qu'à un niveau politique. Et, sans révéler de secret, j'accueillerai la première de ces réunions les 20 et 21 juillet prochains à Paris. Ça, c'est le premier objectif, le premier pilier, l'essentiel, c'est-à-dire l'accord. Il y a un deuxième objectif, on y a fait allusion, c'est la présentation, avant même cette COP, par l'ensemble des pays, de ce que les Anglais appellent l'INDC et nous, la contribution nationale. C'est la première fois dans l'histoire des négociations climatiques que tous les États se sont engagés à prendre précisément des engagements de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Déjà, nous en sommes à plus de 40 pays qui ont soumis leurs contributions, qui l'ont publié, et tout récemment, c'était la semaine dernière, la Chine, l'un des 2 plus grands émetteurs du monde, a eu à la fois la force et l'élégance de rendre publique sa contribution ici même à Paris. Plus de la moitié des émissions mondiales sont désormais couvertes. Et sans porter de jugement, qui sera porté le moment venu par les organismes compétents, dans ce processus concernant les contributions, il y a certaines déceptions, mais il y a aussi de bonnes surprises. Et puisque, en tant que scientifique,
vous avez votre mot à dire sur la préparation ou la publication de ces INDC. Je vous invite à saisir l'occasion de la préparation ou de la publication pour peser dans les débats nationaux. Par exemple, en évaluant la faisabilité des objectifs, en anticipant les conséquences des politiques annoncées, en mesurant l'adéquation des politiques d'adaptation aux impacts prévus pour tel ou tel pays, ou même en présentant des scénarios un peu différents. Dans ce travail que conduisent tous les gouvernements, beaucoup pour la première fois, et c'est la raison pour laquelle on peut comprendre qu'il y ait certains retards et certaines lacunes, votre expertise scientifique est extrêmement précieuse. La publication des contributions n'est pas encore à son terme, mais, puisque vous êtes des spécialistes, beaucoup craignent déjà que la somme de ces engagements ne permette pas de contenir le réchauffement planétaire en dessous des 2 degrés, a fortiori des 1,5 degrés. Nous continuerons d'œuvrer avant la COP21 pour que le niveau d'ambition dégagé par ces contributions soit le plus élevé possible. Mais si cette crainte se vérifie, est-ce que cela rend pour autant la conférence de Paris inutile? Certainement pas. Et je dirais même que c'est exactement le contraire. Parce qu'il sera d'autant plus indispensable d'adopter en décembre un accord durable et dynamique qui nous permette précisément de revenir progressivement par des actions multiples vers une trajectoire qui soit compatible avec les préconisations de la science. Et je pense que cet élément doit être rappelé parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises interprétations des INDC lorsqu'ils seront publiés et additionnés. Le troisième pilier, le troisième objectif, eh bien, cela concerne les moyens financiers et technologiques. Lundi, je serai à Addis Abeba pour discuter avec beaucoup d'autres financement du développement. S'agissant du climat, et les 2 domaines ne sont pas évidemment étrangers les uns aux autres, il nous faut, sur le plan financier, garantir, et c'est un point absolument décisif, que sera tenu l'engagement pris à Copenhague en 2009 de mobiliser en priorité vers les pays les plus pauvres et les plus vulnérables 100 milliards de dollars de financement public et privé par an d'ici 2020, dont une partie transitera par le fameux fonds vert. Plus largement, au-delà de ces engagements qui sont indispensables à tenir, nous devrons mettre en place les règles et les incitations pour favoriser une réorientation profonde des flux financiers publics et privés vers l'économie sobre en carbone. Il y a des signes positifs qui existent, ils sont nombreux, mais là aussi, il va falloir amplifier. Par exemple, quand les agences de notation, qui ne sont pas connues pour être particulièrement philanthropiques, commencent à prendre financièrement en compte ce qu'elles appellent le risque climatique dans le classement des États ou des entreprises, quand de grands fonds décident de désinvestir dans le charbon, quand de plus en plus de responsables réfléchissent aux moyens concrets de financer davantage l'innovation. Et encore récemment, avec Mme Laurence Tubiana, nous discutions de cela avec M. Bill Gates. Quand certains groupes pétroliers eux-mêmes réclament la fixation d'un prix du carbone, quand de plus en plus de pays, même s'ils ne sont pas assez nombreux, réduisent leurs subventions aux énergies fossiles, cela veut dire, mesdames et messieurs, que les choses bougent dans la bonne direction, même s'il faut amplifier. Le quatrième et le dernier pilier, et c'est une innovation très importante dans les négociations climatiques, qui a été décidée à Lima avec nos amis péruviens, c'est la mobilisation des acteurs non étatiques, c'est-à-dire les collectivités locales, les entreprises, les associations, les ONG, la société civile. C'est ce que nous appelons l'agenda des solutions. Depuis le sommet de New York, qui avait été organisé en septembre 2014 par M. Ban Ki-moon, de plus en plus d'acteurs dans toute la société développent des initiatives climato-exemplaires.
La COP20 à Lima, en décembre dernier, a proposé ce qui s'appelle un plan d'action de Lima à Paris. Et aujourd'hui, en collaboration avec le Pérou, avec le secrétaire général des Nations Unies, avec le secrétariat de la Convention climat, nous encourageons tous ces acteurs extrêmement divers à aller plus loin, à structurer leurs démarches et à améliorer la diffusion de ces démarches et de leurs engagements à travers notamment l'utilisation d'un portail créé par l'ONU qui s'appelle Nazca. Ces engagements sont essentiels pour l'efficacité de nos actions. Ils ne se substituent pas, soyons clairs, aux engagements des États, ils les renforcent et c'est par l'addition de toutes ces actions que nous pourrons atteindre l'objectif qui est celui de la COP21 à Paris. Mesdames et messieurs, vous avez choisi d'intituler votre conférence « Our Common Future Under Climate Change ». La traduction française est en dessous. C'est exactement ce dont il s'agit, c'est-à-dire notre avenir commun. Notre avenir est soumis à une menace globale. Elle est globale par son ampleur, parce que, je l'ai dit, aucune région du monde n'échapperait aux conséquences de l'inaction. Elle est globale par ses effets, car le dérèglement du climat aurait des conséquences terribles sur le plan environnemental, biodiversité, mais aussi santé publique, pauvreté, développement. Et finalement, c'est peut-être ça qui explique qu'un ministre des Affaires étrangères s'en occupe, sur la sécurité et sur la paix. Cette menace, mesdames et messieurs, vous l'avez annoncée et vous l'avez documentée. Vous avez mis en garde les dirigeants du monde. Vous les avez appelés à agir et à agir vite. Et aujourd'hui, et je pense que c'est pour vous une satisfaction, votre message est entendu partout, y compris par les plus hautes autorités spirituelles, comme il ne l'avait jamais sans doute été au cours des dernières décennies. Je veux modestement vous remercier pour votre travail, vous féliciter pour votre mobilisation et vous assurer que nous ferons tout pour ne pas vous décevoir à Paris en décembre. Et en même temps, je veux vous encourager à poursuivre. Car l'hommage que je vous rends, qui trouve particulièrement son expression légitime ici à l'UNESCO, le S est pour la science, je destine cet hommage à toute la science et à toutes les sciences, car même si j'imagine que la composition des scientifiques ici rassemblés était davantage spécifique, ce sont toutes les sciences qui sont concernées, les climatologues, bien sûr, les glaciologues, les écologues, les biologistes, les océanologues, les statisticiens, les économistes, les urbanistes, les géographes, les physiciens, les spécialistes de l'espace, les agronomes, les médecins, les géostratèges, les politologues, les anthropologues, les sociologues, les historiens, les philosophes, j'en oublie, car les sciences humaines et les sciences dures, qui ne sont pas inhumaines, toutes les sciences, tous les chercheurs sont d'une manière ou d'une autre requis d'apporter leur concours pour établir les diagnostics, pour asseoir les pronostics et pour proposer les solutions. Souvent, on met en cause les responsables politiques. Revenons aux étymologies. Qu'est-ce qu'un responsable? C'est quelqu'un qui est chargé d'apporter des réponses. Les responsables politiques, à partir de votre expertise, devront apporter des réponses. Mais votre mission restera essentielle dans les années à venir, car il vous appartiendra de continuer à mesurer et à contribuer aux solutions. La construction du monde nouveau et décarboné de demain dépend pour une large part de vous. À travers vos travaux depuis des années et ces derniers jours, vous avez montré, y compris dans la déclaration finale que vous venez d'adopter ou que vous allez adopter, que vous étiez déterminés en vrai en ce sens. Et donc, physiquement ou intellectuellement, je vous donne rendez-vous à Paris pour la COP 21. Je veillerai à ce que la science soit mise à l'honneur par la conférence et qu'elle y trouve une place centrale, car c'est la place qu'elle mérite et que vous méritez. Merci.